Le grand débat avec Francis Laloupo. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le grand débat en direct jusqu'à 20h sur les radios africaines pour participer à l'émission et nous faire part de vos commentaires. Un numéro de téléphone, le 01 55 07 58 00 depuis la France. Et si vous appelez d'ailleurs notamment d'Afrique, des États-Unis, du Canada, de Haïti ou des Antilles, c'est le 00 33 1 55 07 58 00. Vous pouvez également intervenir dans la shootbox d'Africa numéro 1, vous le savez. Et pour cela, connectez-vous sur notre site africa1.com, rubrique Le Grand Débat. Africa numéro 1, 18h, 20h, Le Grand Débat, Francis Laloupo. Dans le grand débat aujourd'hui, les pays du Sud face à la crise économique dans le Nord. Le sommet du G20 s'achève au Mexique avec un goût amer pour la vieille Europe, fortement critiquée par ses partenaires. C'est dans ce contexte que les pays du Sud élaborent de nouvelles formes de solidarité en vue de renforcer leur coopération. La crise dans les pays du Nord est-elle devenue une opportunité historique pour les pays émergents? Nous tenterons de répondre à cette question dans ce grand débat. Également dans cette édition, regain de tension au Togo. Climat de plus en plus tendu au Togo. Une cinquantaine d'arrestations après les manifestations populaires de la semaine dernière dirigées contre le pouvoir. Des arrestations et des manœuvres d'intimidation qui trahissent la fébrilité du pouvoir face à une opposition qui mobilise chaque jour un peu plus. Le Togo est de nouveau entré dans une zone de turbulence. Voilà pour le sommaire. Le débatteur polémiste du jour, Apollinaire Ngolo, essayiste, auteur entre autres de l'assassinat de Marielle Ngouabi, paru aux éditions L'Harmattan. Apollinaire, bonsoir. Bonsoir. Et avec nous, dans quelques instants, il sera là dans ce studio, Emmanuel Kouzoumami, analyste politique. Son blog, nouvelledynamique.org, et l'émission est réalisée comme chaque jour par Jérôme DJ Giliberto. Le grand débat sur Africa numéro 1. Le grand débat. Le grand débat, c'est également sur facebook.com/le grand débat. Bienvenue à tous nos amis de la communauté des débatteurs sur Internet, notamment Eric Serge, qui a devancé d'ailleurs l'émission qui nous a déjà apporté une contribution, un message très dense sur le thème du jour, sur les enjeux économiques des pays émergents. On lira tout à l'heure son message, bien entendu. Bonsoir également à Sophie Dave, à Ibrahim Diallo, à Cheikh Diallo également. Et est-ce que j'ai salué Sophie Dave? Oui, ça y est. Non, si, non, mais bonsoir à l'excellente Sophie Dave. Et puis tous les autres, évidemment. Merci, Jérôme. Tout de suite, sans plus tarder, voici l'info des débatteurs. Africa numéro 1, le coup de cœur ou le coup de gueule des débatteurs. Apollinaire Ngolo, votre coup de cœur ou coup de gueule? Écoutez, cette période ne prête pas au coup de cœur. Voilà. J'ai plutôt un coup de gueule. Vous savez, le 4 mars dernier, le 4 mars 2012, une série d'explosions meurtrières d'une violence rare ont secoué le quartier de Mpila à Brazzaville au Congo. Alors, il y a eu des centaines de morts, des milliers de blessés, de sans-abri. Et ce sinistre a révélé la faillite d'une forme de gouvernance par la carence dans les secours, les hôpitaux démunis. Et sans l'aide internationale, le bilan aurait été encore plus lourd. Et actuellement, nous assistons à des victimes collatérales. Il y a des morts par AVC, des morts par crise cardiaque suite à ces événements-là. Alors, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a un silence des médias, que ce soit les médias en Afrique et les médias en Europe. Cet événement a été évoqué, je pense, 2 jours, et puis silence de mort. C'est cela. Voyez. Silence de mort, oui, vous le dites bien. Oui. Voilà. Et une enquête a été menée. Au départ, le gouvernement s'est lancé dans une communication absolument chaotique en disant que les explosions étaient dues à un court-circuit. Or là, on s'achemine vers un complot. Mais ce qui se passe, c'est que l'enquête a été bâclée. D'abord menée par les services secrets, des avocats arrêtés, des arrestations abusives, des tortures, et une enquête qui est essentiellement menée à charge. Oui. Et il se trouve que les personnes qui ont été incarcérées n'ont pas un lien direct avec ces explosions-là. Oui. Voilà. Alors donc, le gouvernement est aujourd'hui devant une difficulté, c'est de dire aux Congolais qui est responsable de ces explosions. Alors, autre chose que j'aimerais dire aussi, c'est que le Congo est tout de même le 3e ou le 4e producteur pétrolier en Afrique. C'est un pays extrêmement riche.
Et lorsqu'on se rend compte que ce qui est essentiel pour ce pays, qui est l'eau potable, par exemple, moi je me suis rendu à Brazzaville, j'ai vu que l'eau potable n'est pas à la disposition de tous les Congolais. Oui. Et quand vous regardez le fleuve Congo, qui est le deuxième fleuve au monde après l'Amazone, mais vous voyez le fleuve Congo, vous vous dites, mais c'est pas un fleuve, c'est un océan. Et paradoxalement, quand vous regardez à Brazzaville, l'eau potable n'existe pas. Vous vous dites, mais ce n'est pas possible qu'un gouvernement puisse ne pas pouvoir résoudre les problèmes élémentaires des populations, les problèmes basiques comme l'eau potable et l'électricité. Ce n'est pas possible. Donc, je tenais à faire ce coup de gueule pour que les Congolais, les Africains et la communauté internationale ne puissent pas oublier les sinistrés de la catastrophe de Mpila du 4 mars 2012 au Congo-Brazzaville. Voilà. Merci, mon cher Apollinaire Ngolongolo. C'était votre éditorial tout à fait édifiant et absolument utile. Bien entendu, dans quelques instants, nous allons parler économie. Les pays du Sud face à la crise économique dans le Nord, c'est notre grand débat du jour. Vous pouvez nous appeler pour intervenir dans l'émission au 01 55 07 58 00 depuis la France et de partout ailleurs dans le monde. C'est le 0033 1 55 07 58 00. Le grand débat, c'est également dans la shootbox d'Africa numéro 1. Connectez-vous sur notre site africa1.com, rubrique Le Grand Débat. Et bien entendu, c'est en direct et en temps réel sur facebook.com/Le Grand Débat. À tout de suite. Africa numéro 1, Le Grand Débat. Le Grand Débat, nous sommes en compagnie à présent de monsieur José Ménébert, consultant international en projet de développement, ancien conseiller à la coopération française en Guinée équatoriale. Monsieur José Ménébert, bonsoir. Bonsoir, monsieur Laloupo. Avec vous, nous allons parler de ces enjeux économiques pour les pays émergents, le sommet du G20 qui s'achève donc au Mexique, avec, faut le dire, un goût amer pour la vieille Europe, fortement critiquée par ses partenaires. Et dans ce contexte, on a pu noter la rencontre entre le président en exercice de l'Union africaine, Thomas Yahi Boni, et son homologue mexicain. Et au menu de la conversation, le renforcement de la coopération entre les pays du Sud. Il faut dire qu'en 7 ans de crise économique, l'essentiel de la croissance mondiale provient des pays émergents. Alors d'où cette question dans ce grand débat. Et si la crise était une opportunité pour les pays du Sud, justement? On en parle avec vous. Alors on retient, monsieur José Ménébert, de ce sommet du G20, l'image d'une Europe plutôt divisée. Alors, de New Delhi à Washington, grosso modo, les dirigeants se sont inquiétés de la crise de la zone euro. Et la Chine a même publié un communiqué dans lequel on peut lire « Les pays d'Europe doivent avoir conscience d'être dans le même bateau ». Alors, manifestement, l'Europe n'a pas donné la meilleure image d'elle-même. Et ce sont les autres pays qui font la leçon à présent à cette Europe. On est loin de l'union sacrée, d'ailleurs, pour combattre la crise. Que se passe-t-il en Europe? Comment expliquez-vous ce grand malaise? L'Europe, aujourd'hui, elle-même traverse la crise. Et vous savez que quand on est en crise, ça ne touche pas que les aspects économiques. Il y a les aspects politiques. Et ça délite un peu aussi la confiance entre les partenaires. C'est ça. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est que la conséquence d'une Europe qui s'était unie pour affronter les événements qui allaient arriver. Mais quand ces événements arrivent, il nous manque toujours les moyens suffisants pour y faire face. Alors, que pensez-vous de cette sortie? Alors, on a vu ça de David Cameron, le Premier ministre britannique, qui annonçait que son pays était prêt à dérouler le tapis rouge pour accueillir les entreprises françaises fuyant la pression fiscale. Alors, c'est pas très fair-play, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus fait pour pour arranger, je dirais, l'image d'union de l'Europe. Ça plombe plutôt l'ambiance, quoi. Ça plombe totalement l'ambiance. Et c'est aussi en même temps une incitation à la vieille Europe continentale, à la France dans laquelle nous vivons, à moderniser son système entrepreneurial qui, à mon avis, reste un peu conservateur. Et Cameron leur montre que si vous êtes dans l'impasse chez vous, le problème n'est pas votre talent, le problème n'est pas votre créativité, vos nombres de brevets, parce qu'on sait ce que vaut la France. Le problème est ailleurs, c'est votre système entrepreneurial. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté un peu gênant de donneur de leçons comme ça de David Cameron, quoi? À Grande-Bretagne, les Français
ont appelé ce pays qui ne se sent pas tout à fait européen. D'ailleurs, la grande perfide, hein, c'est ça, la perfide Albion. Il y a quelques vieilles années. Puis voilà, maintenant, voilà, la Grande-Bretagne qui fait la leçon à la France et qui veut récupérer ses entrepreneurs. Je dis, bon, on sent quand même que, bon, déjà entre la France et l'Allemagne, c'est très difficile en ce moment. Oui. Voilà, David Cameron qui s'en mêle. Et voilà donc une Europe qui est en crise, qui avait montré plutôt, je dirais, sa volonté, je veux dire, d'affronter la crise. Je veux dire, comme en bloc, hein, je veux dire, notamment face à la crise grecque. Et voilà cette Europe qui va au Mexique, divisée, presque querelleuse en quelque sorte, oui. se disputant aux yeux du monde. Et ce sont les pays comme la Chine ou les États-Unis qui font la leçon à l'Europe. Je fais deux lectures sur l'attitude anglaise. La première lecture, c'est que bon, elle tire la couverture de son côté parce oui. que peut-être que elle sait aussi qu'elle n'est pas à l'abri. À côté d'elle, il y a l'Irlande qui vacille totalement. Et ça, c'est la première lecture. La deuxième lecture, il faut remonter un peu plus loin. À l'époque des Lumières, en Europe au XVIIIe siècle, où en fait, qu'est-ce que c'est que la philosophie des Lumières? C'est la fin des privilèges, où il y avait une classe au-dessus qui concentrait toute la richesse, empêchait les autres d'entreprendre un pouvoir très autoritaire. L'Angleterre avait déjà un siècle d'avance et Karl Marx, lorsqu'il a écrit son livre, il se trouvait en Angleterre. Voltaire a aussi émigré pour il était dans le groupe des philosophes des Lumières français. Oui. Ils sont allés en quelque sorte s'épanouir en Angleterre. C'est comme si c'était une île qui est là, une sorte de petit incubateur de talent, une Europe en miniature dans laquelle on expérimente à une petite échelle ce qui pourrait, on va dire, donner un horizon à la grande Europe. Juste une question rapide, et ensuite on va marquer une pause. Oui. Est-ce que l'Angleterre, cette Grande-Bretagne est européenne ou pas? Par son histoire, par ses gènes, par sa langue, elle est européenne. Oui. Mais politiquement, elle se démarque déjà dans sa monnaie. Elle ne veut pas mettre on va dire ses œufs dans le même panier que les autres. Donc il y a quelque chose de singulier qui fait cet anglais. En fait, elle veut prendre le meilleur des avantages de l'Europe sans en partager les difficultés. Les difficultés. Merci José Ménébert. On va reprendre dans quelques instants ce débat. Nous allons marquer une pause pour la page de publicité. On continuera à parler donc de ces enjeux économiques pour les pays émergents, les pays du Sud face à la crise économique dans les pays du Nord. C'est notre grand débat du jour. Restez avec nous. À tout de suite. Jusqu'à 20h sur Africa numéro 1, c'est le grand débat. Le grand débat, Francis Laloupeau. Avec notre invité, José Ménébert, consultant international en projet de développement, ancien conseiller à la coopération française en Guinée équatoriale. Il est notre invité avec qui nous parlons des pays du Sud face à la crise économique dans les pays du Nord. Débatteur polémiste de cette édition, Apollinaire Ngolongolo, essayiste, auteur entre autres de l'assassinat de Marianne Gouabi aux éditions L'Harmattan et Emmanuel Kouzoumami, analyste politique. Alors, on reprend ce débat. Alors, vous vouliez dire un mot, Apollinaire, sur la perfide Albion, sur le Premier ministre britannique. Ça, je pense que M. Cameron, le Premier ministre britannique, est sorti d'une hypocrisie, parce que sa déclaration reflète quoi? Reflète la philosophie du système politique néolibéral. Voilà. Fondé sur le capitalisme, sur l'intérêt, sur le profit, etc. C'est tout. Ça a toujours été ainsi. Mais c'est pas très diplomatique, quoi. Écoutez, vous savez, dans les affaires... En temps de crise, la diplomatie, quand même, ça compte oui, aussi. Mais hein. vous savez... Les signaux envoyés au reste du monde comptent. Mais vous savez que la crise que traverse le monde, disons, l'Union européenne aujourd'hui, c'est une crise jamais vécue dans le monde. La crise de 29, c'est un épiphénomène aujourd'hui. Donc, les Britanniques ont peur aussi d'être contaminés par cette crise-là. Donc, chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Mais il faut dire une chose aussi pour les auditeurs qui nous écoutent. En fait, cette crise, elle a été causée par quoi? Tout le monde le sait. On va pas revenir là-dessus, s'il vous plaît, Emmanuel. Cette crise, pardon, c'est un système... on a fait beaucoup d'émissions là-dessus. Oui, mais je sais... ce n'est pas l'objet du débat. Permets-moi, Francis, de dire que c'est un système économique capitaliste, néolibéral, qui doit être réformé. Très bien. Pour mettre l'humain C'était bon de rappeler cela. Au cœur du projet. C'était bon de et rappeler à ce moment-là, on trouvera des solutions. C'était bon de le rappeler. Rentrer dans une économie réelle et non dans une économie virtuelle
voilà, de spéculation. Voilà. Alors revenons aux divisions au sein de l'Union européenne, alors notamment entre la France et l'Allemagne. Alors face à cette division, José Menebert, quelles sont les opportunités qui sont offertes aujourd'hui aux pays émergents? Parce que quand même en temps de crise, on parle de crise économique, mais enfin on parle de crise économique mondiale, mais ce n'est pas vrai parce que la crise n'est pas elle n'est pas active pour tout le monde. Je veux dire, quand on est en Inde, par exemple, on ne parle pas de crise économique, en Chine non plus, etc. On parle de croissance plus. Voilà, oui. Ça. Ce sont les pays émergents, en fait, qui produisent aujourd'hui le plus de croissance. Alors, est-ce que ces moteurs, je dirais, de la croissance mondiale aujourd'hui, que sont les pays émergents, doivent se tourner vers d'autres marchés? Est-ce que l'Europe est devenue inintéressante? Je pense à des marchés, par exemple, à l'Afrique, par exemple. Comme tout à l'heure, je me permets deux lectures. Oui. C'est à la fois une opportunité et double pour les Africains, mais aussi pour les Européens. Je prends aujourd'hui le cas de l'Espagne, de l'Italie, du Portugal, tous ces pays dont l'économie est fortement frappée. Ils sont en train aujourd'hui de brader, excusez-moi du terme, mais brader des pans entiers de leur industrie, de leur production, des surplus. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Des machines qui sont là, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc, c'est quelque part une opportunité pour l'Afrique d'acheter ce qu'ils auraient acheté il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, à, supposons, 100 €. Aujourd'hui, ils peuvent peut-être l'avoir à 30 €. Donc, quelque part, mais c'est réel, ça? Je veux dire, ou c'est juste une hypothèse? Non, c'est réel. C'est réel. Vous avez des carreaux. Je suis consulté souvent par des industriels, parce que je fais aussi des salons à Paris, des industriels italiens, espagnols, qui cherchent des débouchés sur l'Afrique. Comment est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut aller leur proposer? Oui. Donc, par ricochet, l'Afrique se retrouve comme ça, avec en quelque sorte un surplus de fournisseurs, de prestataires, et c'est à elle maintenant de savoir ce qu'elle veut. En fonction de ses besoins, elle choisira le mieux disant. Je dis pas forcément le moins offrant, parce que par moment le moins offrant peut vous offrir quelque chose qui n'apporte pas grand-chose à long terme. Mais est-ce que je veux dire, c'est, alors ça, vous parlez des fournisseurs européens par exemple, mais vu d'Afrique, est-ce que pour le marché africain, l'Europe est toujours intéressante? Parce que finalement, est-ce que l'Afrique ne trouve pas mieux son compte aujourd'hui avec des partenaires comme l'Inde, comme la Chine, comme le Brésil? Oui, voilà. Bien sûr. Oui. C'est une tendance. Ils sont beaucoup plus concurrentiels, quand même. Ils sont compétitifs. Ils sont beaucoup plus concurrentiels, plus compétitifs. Mais quand on est dans l'industrie, il faut faire quand même attention. C'est pourquoi je parlais de cette nuance-là entre le mieux disant et le moins disant. On peut aller prendre le même produit en Asie, mais en termes de qualité, par moment, il vaut mieux rajouter un petit pourcentage pour avoir une qualité meilleure. Et puis, il ne faut pas oublier une chose. Est-ce qu'il y a pas aujourd'hui dans le monde, je veux dire, sur le marché mondial, une sorte de standardisation des normes? Plus ou moins. Mais on va pas revenir sur les dégâts tels que le lait il y a quelques années en Chine. Je ne pensais pas au lait, je pensais plus aux machines-outils. Oui, mais on va dire, c'était révélateur de ce qu'on peut appeler le contrôle qualité dans le système productif de certains pays émergents. Ils sont en train d'émerger, donc ils ne font pas tout en même temps. À la fois, certains se forment dans l'industrie parce que l'enjeu c'est de transformer les matières premières, alors que l'Afrique est plutôt une économie du secteur primaire. Ils sont déjà au secondaire, voire au tertiaire. Il faut fabriquer, il faut vendre. Mais derrière ça, il y a des normes qui ne sont pas encore tout à fait au point. Alors, notre ami Eric Serge qui nous dit sur Internet, est-ce que je peux, merci Jérôme, alors qui dit que alors les perdants de la crise mondiale, économiquement parlant, dit Eric Serge, sont les pays pauvres, car souvent les pays pauvres sont des pays économiquement à risque, dit Eric Serge, et qui sont financièrement et qui sont corrompus et qui n'ont souvent pas de plan et de direction économique pouvant se fonder sur une gestion économiquement saine. Alors je lis la prose de Eric Serge. Souvent, dit Eric Serge, les budgets annuels de ces pays sont basés et les prévisions fondées sur des aides des partenaires économiques et de quelques ONG. Alors si vos partenaires économiques sont touchés à leur façon par la crise économique, forcément les besoins d'aide des pays pauvres subissent le contre-coup, et ces pays sont touchés de partout mondialement au niveau de l'exportation et de l'importation, dit Eric Serge. C'est vrai. En quelque sorte, est-ce qu'il y a des effets comme ça? Mais en même temps, est-ce qu'aujourd'hui, réellement, parce qu'on dit, bon, le niveau, évidemment,
des aides baissent avec la crise économique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique a encore besoin de se tourner vers les pays occidentaux, disons, les puissances occidentales, pour recueillir de l'aide, d'autant que des pays comme la Chine, par exemple, ou l'Inde, sont devenus aussi des pays très prêteurs à l'Afrique. Si, tout à fait. C'est des pays très prêteurs à l'Afrique qui sont en concurrence franche avec les pays européens. On a même vu que la Chine est prête à prêter de l'argent à l'Espagne, par exemple. Voilà. Donc, même à l'Europe. C'est des pays qui ont une forte trésorerie. Mais ce n'est pas... Enfin, il dit quelque chose, là, cet auditeur-là. Il dit que les Africains doivent savoir ce qu'ils veulent. Une visibilité, des programmes. Et ce n'est pas parce que l'Europe est en difficulté que forcément... ils doivent continuer à fonctionner comme ils fonctionnaient jusqu'à ce jour, oui. En attendant des aides comme ça. Parce que il ne faut pas oublier que ces pays-là, vous avez parlé de l'Inde ou de la Chine, c'est des pays émergents. Donc des pays qui sont en train de passer du camp des pays sous-développés au camp des pays développés. Donc c'est des pays qui ont changé de camp. Mais quel est le moteur derrière? C'est pas du caritatif, c'est pas l'altruisme, c'est aussi... comme disait le collègue tout à l'heure, Apollinaire Ngolongolo, c'est la rentabilité, le profit. C'est pas. C'est la forme la plus, je dirais, la plus élémentaire du néolibéralisme. Du néolibéralisme, et du marché. Voilà. Et du profit. Oui. Donc, il faut surtout dire à nos frères africains et aux pays africains que si vous sortez des griffes de l'un pour aller vous enfermer dans les griffes de l'autre, au fond, vous n'avez pas beaucoup progressé. C'est le moment maintenant d'ajuster vos plans quinquennaux. Mais José Menebert, il ne s'agit pas de s'inféoder à ces pays-là. On parle de coopération sud-sud. Voilà. Alors, nous parlons de coopération. Dans coopérer, il y a cette notion de travailler ensemble. En partenariat, d'avoir donc soi-même des objectifs, des besoins, et on va chercher le partenaire le mieux adapté pour nous permettre d'atteindre l'objectif. Mais si on va tout simplement parce que les autres sont proactifs, ils vous amènent des propositions, nous allons vous faire... On retombe dans les contrats léonins qu'on a connus, qu'on a critiqués vis-à-vis de l'Occident. Donne-moi toutes tes forêts et je te fais 2 hôpitaux. On a gagné quoi? Tout à fait. Apollinaire Ngolongolo. Oui, j'aimerais dire que l'Union européenne ne s'en sortira pas seule dans cette crise. Et l'Union européenne a besoin du reste du monde, et notamment des pays émergents. Donc, ces pays industrialisés tentent de trouver les moyens de relancer la croissance économique de leur sous-continent, et donc l'attention se porte sur les réserves des devises dont disposent ces pays émergents. Moi, j'aimerais dire un mot sur l'Afrique. Voilà, sur l'Afrique. Vous savez, il ne faut pas oublier que la part de l'Afrique dans le commerce mondial se situe actuellement autour de 2 à 3%. Mais ça fait 30 ans qu'on dit ça. C'est peu. L'Afrique vend des matières premières dont elle ne fixe pas les prix. Oui, ça fait 40 ans qu'on dit ça. Les rares marchés africains ont peu de relations directes avec les bourses du monde. Là, ça fait 50 ans qu'on dit ça. La plupart des banques en Afrique noire sont des filiales ou des succursales des groupes étrangers. Voilà. Donc, si la récession continue dans les pays européens industrialisés, mais qui achètera les matières premières? Mais je vais dire une chose. Donc, ça fait 50 ans que l'Afrique est dans une situation figée de sous-développement. Là, vous me le confirmez, vous dites que ça fait 50 ans qu'on le dit. Vous le savez vous-même. Vous savez effectivement. Donc aujourd'hui, mais bien sûr, il faut le dire, il n'y a pas d'industrie de transformation, il n'y a rien en Afrique. Nous ne vendons que des matières premières dont nous ne fixons pas les prix. Ces matières premières sont achetées par les pays industrialisés. Ce sont ces pays qui fixent les prix de ces matières premières. Et si ces pays sont en crise, comme c'est le cas actuellement, eh bien l'Afrique est dans une situation difficile. Et ça, il faut le dire. Et pour se développer, que doit faire l'Afrique? L'Afrique, déjà, en termes de population, c'est un marché. Et c'est un marché où il y a déjà des organisations comme la CEMAC, comme la CEDEAO, donc créer des organisations sous-régionales qui pourraient éventuellement coopérer de manière sous-régionale. C'est des marchés. Il faut créer une production intérieure à ces pays-là, une revalorisation des productions nationales de ces pays-là.
Et je pense que l'Afrique pourra trouver des solutions à cette crise. Et je tiens à dire aussi que cette crise actuelle que subit l'Union européenne et les pays industrialisés, l'Afrique en est un petit peu épargnée. Vous savez pourquoi? Parce que l'Afrique n'est pas dans le système de manière... Parce que vous savez, les aides financières et tout, l'Afrique n'est pas tellement... Je dis, tant mieux. Tant mieux. Alors, je me tourne à nouveau vers José Menebert. C'est vrai que, on a écouté Apollinaire Ngolo-Ngolo, on a écouté son plaidoyer sur notamment le fait que l'Afrique doit valoriser ses productions. Bon, la question est de savoir maintenant si l'Afrique dispose d'un volume de production suffisant, je veux dire, que pour alimenter son marché intérieur. Voilà, ça c'est une première interrogation. D'autre part, il y a des débouchés qui ont été ouverts pour les pays africains depuis quelques années quand même, notamment aux États-Unis avec le système AGOA qui favorise donc l'entrée sur le marché américain des productions africaines, notamment le textile, Oui. Beaucoup de ressources évidemment, de matières premières également, le pétrole, etc., avec des conditions favorables d'entrée, etc. Que fait l'Afrique de ces opportunités quand même qui lui ont été offertes depuis quelques années aux États-Unis? L'Inde aussi offre aujourd'hui des opportunités pour que des produits africains puissent être exportés vers l'Inde. La Chine aussi n'est pas forcément fermée à cela d'ailleurs, Oui. puisque il y a quand même des partenariats gagnant-gagnant qui fonctionnent entre la Chine et l'Afrique. Est-ce qu'on n'a pas aussi affaire à une question de volonté politique et d'organisation globale par nos États des marchés, des économies africaines plus précisément? J'ai bien aimé tout à l'heure, vous disiez, ça fait 40 ans qu'on dit telle chose, 50 ans qu'on dit telle chose. Je crois que de plus en plus, il faut qu'on parle plutôt de révolution mentale, parce que les pays dont on a parlé tout à l'heure, que ce soit l'Angleterre, que ce soit l'Europe, la révolution économique n'est pas venue avant la révolution politique. Et la révolution politique elle-même est la conséquence d'une révolution des mentalités. Nous vivons dans enfin, pas pour tous les pays, mais bon, nous parlons de l'Afrique, dans des régimes qui souvent s'apparentent à l'époque des monarchies en Europe. Et on sait une chose, dans un régime vertical comme celui-là, pyramidal, on freine beaucoup, on inhibe beaucoup les bonnes volontés et même les énergies qui auraient pu amener comme ça l'Afrique vers quelque chose de nouveau, d'inattendu, semblable à ce qui s'est passé dans les autres pays. Et les partenaires, ils le savent parce qu'ils ont de grands stratèges, ils ont des laboratoires qui étudient l'Afrique. Ils vont pas ouvrir des marchés sachant que du jour au lendemain, les produits fabriqués ailleurs vont déstabiliser leur écosystème économique. Et donc, eux, ils savent ce qu'ils font. C'est aux Africains de savoir ce qu'ils font. Et là, je reviens à ce que je disais, la proactivité. Quand on vient vous dire du jour au lendemain, bon, nous vous ouvrons tout le marché américain. Mais vous vous retrouvez comme quelqu'un qui gagne au loto avec beaucoup d'argent, mais ne sait pas. Après, il faut savoir quoi en faire. Il faut savoir qu'en faire. José Menebert, restez avec nous. On va marquer une pause pour la publicité. Alors, Eric Serge, qui nous fait quand même une précision, et c'est important. Il nous dit, il nous écrit, je pense que pour parler des pays émergents, il faut les diviser en deux, les pays africains dans un lot et les autres comme l'Inde, la Chine, le Brésil dans un autre lot. Comme cela, on pourrait voir les vrais perdants. Que sont les Africains, les gagnants, que sont donc les pays émergents, les BRICS notamment. C'est vrai que il faut faire ce distinguo. À tout de suite. Africa numéro 1, 18h, 20h, le grand débat. Francis Laloupeau. Avec notre invité José Menebert, consultant international en projet de développement, ancien conseiller à la coopération française en Guinée équatoriale, les débatteurs polémistes Emmanuel Kouzoumoumi, Apollinaire Ngolo-Ngolo. Alors, on le disait, José Menebert, on l'a entendu rapidement dans l'intervention d'Apollinaire, globalement, les banques africaines n'ont pas été impactées par la situation économique dans les pays occidentaux, enfin par la crise de la zone euro notamment, parce que bon, le système des banques, on va pas rentrer dans le détail, en Afrique, fait que bon, ces banques ont été tenues à l'abri, je dirais, de ce qu'on a appelé la crise financière internationale depuis 2008. D'accord. Alors, mis à part les pays de la zone de CFA, la crise économique dans les pays occidentaux, est-ce que cette crise a permis, je dirais, aux pays du Sud d'organiser différemment leurs économies? Est-ce que c'est une opportunité, c'était la question dans ce débat pour les pays du Sud, pour rompre définitivement justement une forme de dépendance à l'égard des économies du Nord? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour ces économies, la crise économique dans les pays occidentaux? Bon, j'aurais pu dire que c'est une bonne nouvelle si les Africains s'étaient préparés avant la crise, s'ils avaient anticipé
mais j'ai l'impression que eux-mêmes aussi ont été surpris. Comme c'est là, il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas de projection. Donc quand elle arrive, on se retrouve un peu englué comme nos partenaires. Et donc de ce fait, le temps de se retourner et de dire voici les opportunités pour nous, je ne sais pas si déjà nos systèmes politiques permettent cette flexibilité, cette réactivité. Alors ouvrons une autre porte. Hein. Oui. Alors, depuis 2000, on sait que les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique augmentent en moyenne de 30% par an, ce qui est énorme. Hein. Alors est-ce que l'Europe, justement, revenons à l'Europe, est-ce que l'Europe peut sortir de la crise alors même qu'elle elle ne cesse de perdre des parts de marché dans le monde, notamment en Afrique? L'Europe ne peut pas sortir seule. Et je crois que les Européens, contrairement à nous, les Africains, l'avaient prévu. Hein. Est-ce que vous savez qu'il existe un centre européen pour l'interdépendance et les solidarités mondiales? Non. Qui a été créé en 1989. Voici l'histoire en abrégé. Allez-y. Elle commence donc cette idée à l'Assemblée lors d'une conférence convoquée par l'Assemblée de la République portugaise, qui a accueilli l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Et c'est à cette occasion, à l'occasion de cette conférence dont le thème était Nord-Sud, le rôle de l'Europe, que à la fin, à la déclaration de Lisbonne, l'idée d'une campagne publique européenne sur l'interdépendance, j'insiste sur ce mot, et la solidarité Nord-Sud va naître. On est en 1984. D'accord. En 1988, il y a une conférence analogue qui reprend les mêmes idées. Et là, on lance l'appel de Madrid qui pose les fondements d'un dialogue dynamique entre le Nord, il y a les mots dynamique entre le Nord et le Sud, dans le respect de la démocratie, de la dignité humaine, afin de garantir un développement durable, juste et équilibré à tous les habitants de la planète. Donc, il savait très bien, aujourd'hui ce centre existe, il a beaucoup de prérogatives. Ce que je vous lis, je l'ai pris sur Internet. C'est un exemple d'anticipation. C'est un exemple d'anticipation. Le centre existe. Et donc, il le savait qu'il y aurait à un moment donné, puisque dans un système capitaliste, les crises sont cycliques. Mais comment allions-nous faire? Comment ferions-nous si tel type de crise arrivait? Et donc, il prévoyait cela qu'il ne faut plus voir que l'Europe, mais voir les choses dans leur globalité, élargir le marché à l'échelle planétaire. L'Union européenne elle-même, c'est aussi un peu la même démarche. Tout à fait. Emmanuel Nkouzou-Moami. Bon, j'écoute attentivement les arguments sur les difficultés de l'Afrique dans le concert mondial de l'économie globalisée. En réalité, les quatre fondamentaux de la relance économique, à savoir la production, la consommation intérieure, l'investissement et l'exportation. En Europe, les moteurs qui ont mal marché, c'est la consommation et l'investissement. Cela étant, naturellement, l'Afrique ne pouvait pas en bénéficier puisque l'investissement se dirigeait soit vers l'Europe, soit vers les pays africains. Et donc, avec le tarissement de l'investissement, l'Afrique en a pâti. C'est un effet ricochet. Pour la consommation, les Européens, avec une crise financière qui est arrivée, naturellement le porte-monnaie se réduisant, on a eu tendance à acheter les produits moins chers. Forcément, ceux qui venaient plutôt de l'Asie, puisque l'Afrique ne produit rien, pour en tout cas occuper le marché dès lors qu'on parle des produits moins chers. L'Afrique n'était pas prête, j'ai bien entendu le mot, effectivement c'est vrai, n'était pas prête pour cette crise. Alors, le problème de l'Afrique, en fait, c'est qu'il manque des fondamentaux, en réalité. Il est facile de dire, il y a un marché qui s'ouvre aux États-Unis, maintenant c'est la relance, j'entends partout la croissance. L'Europe veut aussi la croissance, pourquoi pas? Il y a une croissance folle en Amérique latine et en Asie, mais ces croissances qui sont entre 6 et 10%, l'Afrique n'en tire pas vraiment profit. Et il en tire profit par effet ricochet, encore une fois, c'est parce que nous consommons des produits venant de l'extérieur. Il faudra que dans le fondamentaux de l'Afrique, on passe deux choses. Enfin, on en a parlé ici au studio une fois, on a raté les marches. La marche de l'éducation a été ratée. Il est difficile de créer un système économique endogène sans avoir des ressources internes. On n'en a pas pour l'instant, donc la formation, l'éducation a été ratée. Certes, certains pays essaient de rattraper un petit peu, mais le retard a été pris de façon telle qu'aujourd'hui, même si on nous donne 20 ans, on aura du mal à rattraper ce retard d'éducation, de formation professionnelle. Deuxième élément, c'est la capacité à la production industrielle. On ne l'a pas.
Donc nous ne transformons pas. Bien sûr, on peut toujours dire, nous avons des gisements de matières premières, des gisements d'or, de diamants, de pétrole, de gaz, ou que sais-je encore, même du bois. Mais si vous ne savez pas transformer pour en faire des produits finis, ces produits ne vous servent pas à grand chose. Autrement dit, deviennent des éléments de prédation pour les capitaux extérieurs. Donc, ce qui va arriver en Afrique, malheureusement, c'est que petit à petit, avec la consommation qui s'est rétrécie et l'investissement qui s'est complètement rétréci dans les pays occidentaux, il y a les pays qui ont occupé le vide, c'est les pays notamment d'Asie du Sud-Est qui aujourd'hui occupent le marché. Mais là, c'est le problème de l'Afrique, c'est que finalement, ce que j'ai entendu, c'est vrai. On est lâché par la main occidentale et qui nous tenait pendant longtemps pour tomber dans la main des Chinois, des Indiens, des Coréens, etc., qui font la même chose. C'est une autre dépendance c'est une dépendance qui se construit. L'Afrique est toujours ça veut dire que l'Afrique aussi ne sait pas utiliser les marges de manœuvre dont elle dispose. Il reste encore un pays de mendiants. Il reste un pays un ensemble de mendiants dès lors que nous n'avons pas les fondamentaux. En fait, il y a une opportunité que l'Afrique ne saisit pas. Absolument. Alors, Bernabé Sodufieux qui nous dit sur Internet, tant que le politique ne recouvre pas le pouvoir de contrôle sur l'économie, les spéculateurs profiteront du système capitaliste pour ramasser des fortunes dans les paradis fiscaux. Donc, il faut lutter contre les paradis fiscaux et les spéculateurs. Au demeurant, la crise est une aubaine pour les États africains afin que ces États créent des organes sous-régionaux solides capables de commercialiser avec les autres pays émergents, dit Bernabé Sodufieux. Eric Serge qui salue votre analyse, Apollinaire Ngolongolo au passage, et qui nous dit le problème des Africains est qu'ils ne savent pas gérer les opportunités qui s'ouvrent à eux, car l'Afrique n'est pas prête pour tirer profit des marchés et des opportunités sur le marché européen notamment. Un rapide commentaire je vous en prie, Apollinaire, de notre invité, et ensuite on va marquer la pause de 19h. Alors l'auditeur dit que d'une part, l'Afrique a créé des organes de coopération sous-régionale qui lui donnent une force économique supérieure à celle à laquelle on était habitué à voir. Et de l'autre côté, il nous dit que l'Afrique n'arrive pas à tirer profit de ces opportunités. C'est là vraiment ce qu'il dit dans son analyse. Il y a en fait tous les paradoxes de notre Afrique. C'est pas une erreur d'analyse. Mais en fait, les deux sont dedans dans cette Afrique-là. C'est un paradoxe intéressant. Oui. Alors, Apollinaire, si je vous donnais la parole à l'instant, je serais obligé de vous couper dans 30 secondes. C'est très désagréable en général. Donc, il vaut mieux que vous attendiez donc le retour du journal pour exposer largement et amplement votre pensée, n'est-ce pas? Votre pensée brillante que salue d'ailleurs, je le rappelle, Eric Serge depuis le Canada. Voilà, dans quelques instants, ce sera le journal préparé et présenté par la rédaction de Libreville. Le grand débat reviendra ensuite, donc après le journal, dans une dizaine de minutes à peu près, et nous écouterons aussi quelques auditeurs, notamment Monsieur Sako, qui a été très patient, qui nous attend au standard. On lui demande encore un peu de patience et nous serons de retour dans 10 minutes avec notre invité, José Ménébert, consultant international en projet de développement, ancien conseiller à la coopération française en Guinée équatoriale. À tout à l'heure, à tout de suite. Est-ce que t'as de l'argent? Attends voir, 20. Moi, il me reste 10. Bon, 30 centimes. Ah, une dette, c'est une dette. Une dette, c'est une dette. Ah, une dette, c'est une dette. Sur Africa numéro 1, le grand débat dure jusqu'à 20h, Francis Laloupeau. Avec notre invité, José Ménébert, consultant international en projet de développement, ancien conseiller à la coopération française en Guinée équatoriale. Les débatteurs polémistes, Emmanuel Kouzoumoumi, analyste politique, Apollinaire Ngolongolo, essayiste, auteur entre autres de l'assassinat de Marine Gouabi, paru aux éditions L'Harmattan. Je n'ai pas dit journaliste aussi, parce que Apollinaire aussi est journaliste, bien entendu. Bien sûr. Nous parlons des pays du Sud face à la crise économique dans le Nord. Il faut rappeler une fois de plus qu'en 7 ans de crise, quand même, l'essentiel de la croissance mondiale provient des pays émergents. La question de savoir ce que ces pays font de la croissance. Alors, je ne parle pas des BRICS, évidemment, parce que bon, l'Inde, la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud, le Brésil. Alors bon, voilà, l'offensive de ces pays, leur offensive économique est tout à fait nette et claire et très précise. Et puis, comme le disait Eric Serre, c'est vrai qu'il y a, quand on parle du Sud, il y a aussi l'autre Sud, c'est-à-dire les pays d'Afrique notamment, qui sont aujourd'hui, je dirais, dans une posture beaucoup plus passive en quelque sorte, que évidemment les BRICS qui sont eux, comme on le disait, beaucoup plus offensifs. Alors la question donc est de savoir si la crise dans les pays du Nord est une opportunité historique pour ces pays du Sud. Nous en parlons donc avec notre invité et aussi avec les auditeurs bien entendu. On écoute tout de suite Monsieur Sako qui était très patient. Monsieur Sako, bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons. Bonsoir aux invités. Bon, je pris le débat en cours de route, mais l'essentiel a été dit.
c'est concernant l'économie. Pourquoi l'Afrique n'arrive pas à décoller? Pourquoi on est toujours au même endroit? Tout simplement, pour parler d'économie, il faut avoir sa propre monnaie et user de cette monnaie-là et pouvoir suivre sa montée ou sa descente. C'est ça. Mais on est toujours lié à un système que nous, quand on était jeune, on a dit notre génération, peut-être nous on va pouvoir essayer de le réguler un peu ou le changer complètement. Oui. Comme Bongo, une fois, il a tapé sur la table pour changer cette monnaie. Oui. Tant qu'on est lié, vous l'avez dit, vous dites vous-même que nos propres ressources qui sont exploitées chez nous, on n'est même pas capable de le fixer son prix. Ça, c'est quelque chose, bien vrai, ça c'est le côté monétaire. Mais il y a un côté quand même qui est lié à nous directement, qui est l'autosuffisance alimentaire. Oui. Ça, le peu d'argent qu'on a demandé de gauche à droite, on aurait pu avoir l'idée avec nos intellectuels, des investisseurs locaux, essayer de quand même cibler ce côté. Aujourd'hui, quand on entend que l'Afrique, il y a la famine partout, vous l'avez cité tout à l'heure, plusieurs pays, qu'il faut venir en aide, il faut 2 milliards de dollars pour venir en aide, or qu'on a des terres partout et qu'on peut les cultiver. Mais moi, je me demande, au lieu de toujours incriminer l'Occident, le Nord, non. Faudra qu'on se regarde déjà dans un miroir et regarder est-ce qu'on a bien dormi cette nuit. C'est vrai. Ça, c'est des choses que on n'a pas besoin d'aller voir le Nord pour le faire. Mais bien sûr. On peut le faire. On a des gens aujourd'hui qui sont capables. On a dans le continent aujourd'hui, nous avons des ingénieurs, agronomes et tout. Pourquoi on n'arrive pas? Moi, j'arrive pas. C'est ce côté-là qui me chiffonne un peu. Pourquoi on n'arrive pas encore à mettre un système d'agriculture mais industrialisé, nécessaire de faire de vendre, bien sûr. On pourra le vendre dans la sous-région même. On n'a pas besoin d'aller chercher en Chine. Vous avez parlé de la Chine tout à l'heure, la Corée. Mais excusez-moi, on a tous démarré en même temps. Bien sûr, oui. On a tous démarré en même temps, vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait 50 ans qu'on dit. Mais je crois que le dire maintenant, c'est bien. Mais quand est-ce qu'on aura la solution? Mais voilà, vous avez raison, ça vient pas du gouvernement, faut pas, faut même pas rêver, ça vient pas d'eux. C'est vrai qu'on pose. Il faudra quand même que le peuple même essaye de voir nos intellectuels, comment on dit, c'est jeter dans la gueule du loup, essayer d'en sortir quelque chose. Vous savez, en Afrique, il y a une chose. Même si vous avez un truc qui peut marcher, qui est bien, il faut que ça fasse tache d'huile d'abord pour que ça fasse des jaloux. Mais pourquoi ils font pas ça? Pour qu'il y ait des jaloux partout. On comprend bien ça. Et que demain, nous, en Afrique, on dit, enfin, Dieu merci, on a tout ce qu'on a à manger. Mais tant que l'Europe, il fabrique, il nous le vend, c'est pas eux qui vont nous dire. Bien sûr. Non, faites l'industrialisation. Ça, non. Très bien, Sako. On sait voilà, bon. Merci. Je voulais vous dire. Merci infiniment. J'étais un peu long, mais bon. Non. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais vraiment, vos débats, je les suis tous les jours. Merci beaucoup. Les jours où j'ai l'occasion de vous avoir au téléphone quand même, vraiment, il est temps qu'on se réveille. Bien sûr, vous avez je vous remercie beaucoup. Merci infiniment, Sako. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il est temps qu'on passe aussi du diagnostic aux solutions. Les diagnostics, on les pose depuis des décennies. Il faut peut-être arriver maintenant aux solutions. Et Sako a tout à fait raison. Alors, il faut dire que pendant ce sommet du G20, le président béninois Thomas Yahi, donc président d'exercice de l'Union africaine, donc qui était présent au Mexique, en a profité pour parler avec son homologue mexicain des questions de gouvernance mondiale, mais surtout de la tenue prochaine de la conférence des chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et d'Amérique du Sud, c'est l'ASA. Alors, ça y est de renforcer la coopération Sud-Sud. Alors, on se demande finalement quand ces personnes se rencontrent, que se disent-ils? Est-ce que c'est juste des formalités? Parce que bon, évidemment, une fois de plus, on en est à la question du passage du diagnostic, des conférences, des colloques à la réalité, à la mise en place, à la construction, à l'édification d'économies africaines performantes. La question reste posée à chaque fois. D'ailleurs, je crois que c'est la préoccupation d'Arnold qui est au téléphone, que nous allons prendre tout de suite. Ensuite, on revient en plateau. Arnold, bonsoir. Oui, bonsoir Francis. Bonsoir, merci. Oui, je vous ai appelé parce que au départ de votre discussion, j'ai juste un petit regret, c'est que on parle donc de développement pour le continent, on parle de développement pour la sous-région, on parle de développement pour les pays. Mais il y a un principe de base. Aucun de nos pays, fût-il organisé via le franc CFA,
ne peut définir concrètement quelle est la représentativité qu'il peut apporter au franc CFA, à savoir quelle est la souveraineté ou la garantie économique qu'il peut apporter dans la monnaie. C'est-à-dire que nous n'avons pas de souveraineté économique, mais nous voulons combattre contre des gens qui sont super armés. Oui. Deuxièmement, nous n'avons pas un espace territorial économique bien défini, mais nous voulons aller sur des marchés étrangers. Et troisièmement, nous n'avons pas la politique de dissuasion qui peut nous permettre, en cas de conflit, de pouvoir nous interposer. On est obligé de s'en remettre à d'autres. Donc, si on prend soin de ces trois éléments, donc l'économique, la garantie économique, premièrement, la souveraineté de pouvoir décider et la capacité de pouvoir choisir avec qui on va travailler. Mais malheureusement, on ne peut pas répondre à ces questions. Bien sûr. Vous savez bien que le continent ne fonctionne pas de la sorte. Donc, même si on peut parler de développement sud-sud, le développement sud-sud, lui, en fait, il est corroboré uniquement parce que ce sont les miettes des intérêts qu'on nous autorise. Bien sûr. Je prends un cas simple. Le Cuba forme des docteurs depuis des années, réputés. Oui. On n'a pas attendu, ou on a attendu les années 90 pour pouvoir faire venir des médecins, pour pouvoir les former chez nous, pour pouvoir bénéficier de ces pays-là, donc de la capacité de pouvoir former les nôtres. Mais non, on préfère les envoyer dans les pays européens, sous prétexte qu'effectivement nous avons des accords. C'est la coopération, il n'y a pas de problème. Mais le coût. Bien sûr, oui, bien sûr. Donc, le coût de formation à l'étranger en France, certes, il y a la plus-value, il y a tout ce que vous voulez. Mais au final, je n'ai pas appris qu'à Cuba, on opérait moins bien qu'en France. Où est la rationalité dans tout ça, oui. Mais bien sûr. Donc, si les intérêts ne sont pas dictés pour notre propre avenir, à quoi sert de parler de développement sud-sud? Monsieur Arnaud, merci beaucoup. Alors, voilà, c'est ça. Comment construire un édifice sans avoir mis en place les fondations, quoi. Votre commentaire, José Ménébert. Ensuite, on écoutera les interventions des débatteurs. Après tout ça. Très bien, merci Monsieur Sako et Arnold, que je connais aussi, pour leurs interventions. Ah, vous le connaissez? Arnold, oui. Ah, d'accord. C'est un grand débatteur. Et mais ils mettent l'accent sur de vraies réalités. Il a parlé du territoire, nos limites et tout ça. On voit aujourd'hui des pays africains qui se divisent. Enfin, bref, on va pas s'étaler dans toutes ces choses. Mais la réalité, c'est que la solution ne viendra pas du partenaire X ou Y, mais elle viendra des Africains eux-mêmes. Et il a pris l'exemple de Cuba tout à l'heure, qui est un très bon exemple. Je n'aurais pas osé le prendre directement à la radio, parce que chaque fois que je parle de Cuba, avec une espérance de vie presque équivalente à celle de l'Espagne, oui. Je pose toujours la question, mais comment ils font? Ils vivent sous les mêmes températures que nous, ils sont sous embargo depuis des décennies. Comment ils font pour vivre aussi longtemps? Y a-t-il une potion magique là-bas? Oui. Là, il n'y a pas de potion magique, c'est l'éducation, la formation des médecins. Et les priorités, ils ne vont pas à la Lune, d'accord, mais ils s'occupent des problèmes terriens, humains de tous les jours. Et là-dessus, je parle souvent de 4 lettres qui donnent le prénom, l'ELSA, excusez-moi, ELSA, éducation, logement, santé, alimentation. C'est ça. On doit faire une politique, mais quelles sont les priorités? Et moi, j'ai pas trouvé mieux que qu'ELSA, les 4 lettres, tout à fait, pour vraiment mener une politique, parce que l'éducation dans la pyramide de Maslow, c'est ce qui amène l'homme à la réalisation de tout ce qu'il veut. Apollinaire Ngolongolo. Ben, je pense que l'interlocuteur vient de me retirer quelque chose que j'allais déjà dire. Je tiens à dire aussi que les auditeurs qui viennent de parler ont été extrêmement pertinents. Alors, on parlait... Tous les auditeurs du grand débat sont très pertinents, vous savez bien. Des passionnés. Pourquoi l'Afrique ne décolle-t-elle pas sur le plan économique? Cela a été dit ici. La première richesse d'un pays, que ce soit d'un continent, d'un État, ce sont les ressources humaines. C'est tout. Il faut commencer par la base, c'est l'éducation. On a parlé tout à l'heure d'exporter nos produits, mais il faut une main-d'œuvre qualifiée, une main-d'œuvre spécialisée. L'éducation, c'est fondamental. C'est ce que disait Emmanuel tout à l'heure. Absolument. Éducation et formation, bien sûr. Mais justement, tout va ensemble, l'éducation et la formation. Le deuxième aspect, c'est la santé publique. Comment pouvons-nous préparer l'avenir de ce continent si nos hôpitaux sont des mouroirs? Je l'ai dit ici au sujet du Congo-Brazzaville, où l'eau potable n'est pas à la disposition de tout le monde. Oui. Donc, nous devons poser les fondations du développement avant d'en parler. Rappelez-nous les 3 lettres, José Ménébert. 4 lettres. ELSA. Absolument. E comme éducation. En fait. Oui. C'est ça.
Logement, L santé, comme logement, alimentation. S comme santé et A comme alimentation. Elsa, Voilà. on va Donc, retenir tous ça. les pays qui on parlait tout à l'heure de pays émergents. Pourquoi ces pays sont émergents? Parce que ils ont travaillé dans ces domaines de l'éducation et de la santé et qui fait de ces pays des pays émergents. Voyez. Donc, ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, nous le savons. Le diagnostic est fait. Mais je vais terminer là-dessus. C'est que nous avons aujourd'hui en Afrique des gouvernements autocratiques, des gouvernements incompétents, incapables de résoudre ces problèmes fondamentaux des populations. Voilà aussi un autre problème qui se pose à l'Afrique. Emmanuel Kosumwami. Oui, Sako, je reviens à ce qu'il a dit. Il a soulevé un problème effectivement de la souveraineté monétaire. C'est un problème, mais ce n'est pas un handicap en soi. Je vais dire, aujourd'hui, si la Chine arrive à être une grande puissance, c'est qu'elle a souvent utilisé sa monnaie comme un instrument de politique économique, notamment pas en sous-évaluant son yuan comme monnaie nationale. Donc, on peut effectivement se dire que le CFA pour les anciennes colonies françaises, c'est un problème parce que il est apparié à l'euro via l'ancien franc français, et que naturellement, lorsque l'euro monte, le CFA de facto monte avec. Mais si l'Afrique, les pays en tout cas concernés par la zone CFA, s'étaient donné des stratégies industrielles dès le départ et des stratégies économiques, malgré les problèmes de l'indépendance monétaire, ils auraient pu faire quelque chose. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Encore une fois, ne disons pas c'est parce qu'on n'a pas notre monnaie que nous nous allons mal. Effectivement, c'est un problème, mais en soi, c'est pas un handicap. Ils auraient pu. Alors maintenant, pour revenir à l'autre question que soulevait Arnold tout à l'heure, sur les contributions que les États pourraient faire entre eux. En 30 secondes, si c'est possible. Voilà, entre eux, de façon à au moins créer un ensemble cohérent économique. C'est un vrai problème. Ça veut dire qu'en Afrique, on n'est pas encore arrivé à créer des vraies économies sous-régionales. On n'est pas arrivé à le faire. Si on évoque la question de l'éducation, aujourd'hui, c'est plus facile en Amérique latine que par exemple quelqu'un venant, je sais pas moi, du Pérou aille étudier au Mexique, il fait ses études et de bonnes études et termine les études. En Afrique, nous n'avons pas de système éducatif de la base jusqu'au sommet, autrement dit de l'école primaire jusqu'à l'université, qui soit vraiment de niveau à attirer les compétences. La difficulté que nous avons dans l'éducation, ce n'est pas seulement l'éducation de base, sachant que nous avons dans beaucoup de pays le taux d'analphabétisme aujourd'hui qui est autour de 70%, ce qui est énorme. Autrement dit, les gens alphabétisés nous dépassent même pas 30%, ce qui est pas normal dans certains pays, notamment dans l'Afrique de l'Ouest. Donc avec ce niveau-là d'éducation qui est déjà à la base très très défaillant, vous ne pouvez pas créer un système d'éducation solide et donc créer des universités et des centres de formation qui sont de bonne qualité. Tous l'éducation et la formation au cœur de ce débat. Nous avons un vrai problème, c'est créer des centres de formation, d'éducation jusqu'au niveau supérieur de l'université qui donnent au moins envie à nos jeunes de se former et de rester dans les pays africains et de créer de l'activité économique par la production. Ça, c'est la base qu'il faudrait construire. On passe aux conclusions dans quelques instants, juste après cette page de publicité. À tout de suite. Sur Africa numéro 1, le grand débat dure jusqu'à 20h, Francis Laloupeau. Et avec notre invité José Ménéder, consultant international en projet de développement, ancien conseiller à la coopération française en Guinée équatoriale et débatteur polémiste du jour, Emmanuel Kosumwami et Apollinaire Ngolongolo, et tous nos amis sur facebook.com/le grand débat. Josh Marley qui nous écrit d'ailleurs sur Facebook, le problème majeur, dit-il, c'est la dictature. Les dictateurs préfèrent dépenser des sommes énormes pour se payer des armes alors que la population meurt de faim. Le Tchad, par exemple, qui échange son pétrole contre des armes, dit Josh Marley. Et Lucien L'Africano qui nous dit, nos dirigeants africains se rendent-ils compte des difficultés de la population et de leurs cris, avec 3 points d'interrogation. Éric Serge qui pense que l'Afrique doit se réorganiser. C'est comme si les dirigeants africains ne pensaient jamais à promouvoir ou à développer l'économie du continent, comme pour eux tout va bien dans le monde économique de ce continent, comme si tout allait bien sur le plan économique dans ce continent, dit Éric Serge. Nommez-moi, dit-il, un dirigeant africain qui parle de la crise économique, alors que sur le continent africain, beaucoup ont fait des études en finance et en gestion, et ces dirigeants ont travaillé à la tête de grandes institutions bancaires, comme justement le président béninois Thomas Yahi Boni, président en exercice de l'Union africaine,
actuellement. Voilà, quelques messages sur facebook.com/le grand débat. On va en arriver aux conclusions, José Ménébert. Hein. Oui. Alors, on retiendra quand même dans ce grand débat ce sigle absolument définitif que vous nous avez proposé, ELSA, donc, hein, c'est ça, éducation, logement, santé. Et alimentation. Les 4 piliers du développement, puisque je suis consultant en développement. Tout à fait, oui. Et ces 4 piliers doivent s'accompagner évidemment des infrastructures et de la mise en valeur de l'être humain. Alors, la conclusion, c'est de savoir, bon, finalement, voilà. Oui. Donc, on était parti comme, je veux dire, le point de départ de notre débat, c'était donc ce sommet du G20. Oui. Alors, on va faire la conclusion sur 2 niveaux, parce que bon, il s'agit, on mettait face à face, je dirais, la crise économique en Europe notamment, et les opportunités offertes aujourd'hui aux pays émergents. Alors déjà, vous parlez de l'Europe, est-ce que compte tenu de cette nouvelle carte du monde qui se dessine, parce que il est évident quand même qu'on assiste à une recomposition des pôles d'influence économique dans le monde, hein, oui, avec les pays émergents qui sont devenus des concurrents, je dirais quand même évidents, des concurrents puissants face aux anciennes puissances économiques d'Occident notamment. Est-ce que compte tenu de cette nouvelle carte du monde, hein, avec les relations nouvelles entre les pays émergents et les pays africains, est-ce qu'on peut dire que l'Europe doit s'attendre à s'installer dans une crise durable? Est-ce que l'Europe déjà elle-même peut reconstituer, je dirais, ses propres opportunités économiques ou redessiner son modèle économique pour redevenir compétitive? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'Europe a traversé déjà d'autres crises. Hein, au besoin, on peut revenir en arrière. Il y a eu des guerres par lesquelles ils sont passés. On est dans un monde qui ne souhaite pas cela, mais c'est un continent qui utilise beaucoup ses cadres, ses intelligences pour rechercher les solutions. De l'autre côté, en rapport avec le thème du jour, la coopération, les Européens, on le voit, qui ont anticipé par le centre dont j'ai parlé aujourd'hui, mais aussi par des nouveaux mécanismes, le co-développement aujourd'hui, qui permet aux villes européennes de coopérer directement avec les villes, notamment africaines et en voie de développement, les PPPP, les partenariats publics-privés. Donc quelque part, on sent là qu'ils veulent, ils ont échoué ou ils sont arrivés dans l'impasse de leur coopération avec les gouvernants. Ils veulent généraliser cette coopération à travers d'autres niveaux tels que au niveau parlementaire, les collectivités territoriales, les ONG, le secteur privé. Et ça, nos dirigeants doivent comprendre et que une coopération qui sera concentrée qu'au niveau gouvernemental nous fera tomber dans les mêmes problèmes de corruption, de captation des bénéfices qui étaient destinés aux populations. Et quant à la coopération sud-sud, qu'est-ce qu'il faut en attendre aujourd'hui? Est-ce que cette coopération est active? Est-ce que quand on parle des partenariats gagnant-gagnant, notamment entre les BRICS et les pays africains, est-ce que c'est une réalité? Moi, pour mes activités en Afrique, en Guinée équatoriale où j'étais, tout le monde y est représenté. Les routes sont faites par je vais pas citer, on fait pas de la publicité ici, mais par des sociétés égyptiennes, les ports, les ponts, par les Marocains, mais il y a aussi des Européens, des Belges, des Français, des Chinois. Enfin, il y a une vraie coopération, mais parce que dans ce pays, il y a eu certainement cette volonté de diversifier ses partenaires, sans exclure les partenaires traditionnels, parce qu'ils ont toujours quelque chose à apporter. Par exemple, au niveau maîtrise d'œuvre, ils sont toujours là, au niveau des process. Mais ce que je voudrais dire surtout, c'est que tout cela n'est pas possible si le dirigeant n'aime pas son peuple. Et le risque, c'est de privilégier des partenaires qui, eux, bafouent absolument tout ce qui est démocratie, dignité humaine, équité et toutes ces choses-là. Et donc, le développement, au final, si on se dit on quitte l'occidental pour le chinois, juste pour aller faire cette coopération au niveau gouvernemental, donc au sommet, il n'y aura pas de bénéfice à la base. Très bien, merci. Un mot, Emmanuel Kouzouami et Apollinaire Ngolongolo, quand même. Oui, je serais tenté de dire, dans le sigle ELSA que j'ai entendu, qui est très bien, moi je retiendrai plutôt les deux premières lettres. L'éducation comme étant le fondement de base pour arriver à décoller en développement. Le logement, parce que c'est dans les pyramides de Maslow, puisque j'ai entendu dans les besoins, c'est parmi les besoins primaires, le logement. La sécurité. Et une fois que j'ai la sécurité, le logement et l'éducation, ensuite, mentalement, les populations vont se dire, il faut une bonne santé. Comme je suis éduqué, je sais ce que c'est une bonne santé. Comme je suis éduqué, je sais ce que c'est une bonne alimentation. Et comme je suis éduqué, je sais comment faire pour me prendre en charge sans attendre toujours de l'aide de l'État ou de l'aide extérieure. Donc, il faut passer par là.
s'agissant de la coopération sud-sud, je pense qu'il faut qu'on change de modèle. Aujourd'hui, les pays émergents sont des pays d'abord commerçants. La Chine est un pays commerçant et d'industrie, plutôt de production industrielle du modèle occidental. Donc la Chine bénéficie du commerce triangulaire, la matière première dans les pays pauvres, la transformation sur son territoire, la vente dans les pays occidentaux où il fait des marges colossales. C'est avec ces marges-là qu'il constitue ces fameuses réserves de devises. Ce qu'il faudrait pour les Africains, c'est de se dire, ce commerce triangulaire, on veut y prendre part, notamment dans le coût à la base des matières premières que nous fournissons à ces pays en coopération, les pays de BRICS, comme d'autres pays émergents. Aussi, comme on le fait avec les pays occidentaux. Il faut que nous puissions capter une petite valeur au moins sur la matière première. Et ensuite, il faut que l'Afrique aujourd'hui se donne une trajectoire de développement de la formation professionnelle. Il faut que demain, dans 20 ans, dans 15 ans, on puisse dire, nous avons nos ingénieurs formés chez nous, nous avons nos médecins formés chez nous, nous avons nos techniciens formés sur nos territoires, ou dans la coopération sud-sud, qui sont capables de prendre en charge des vrais projets de développement économique. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Apollinaire Ngolongolo, la réponse, elle est politique. Non, mais j'aimerais parler... Non, juste quelques secondes après, parce que il faut qu'on aille sur Lomé. J'ai rien dit. Le Togo nous attend. Les pays émergents font peur. Je parlerai des Français. Les pays émergents font peur. Pourquoi? Parce que les entreprises françaises se délocalisent. Ils font peur à l'Europe, vous voulez dire. Et ça crée du à l'Europe. C'est ça. Et ça crée du chômage en France et en Europe, etc. Or, ces pays émergents, c'est une opportunité. Non, mais je vous ai posé la question. Vous pouvez répondre à ma question. Pour le vieux continent. Oui. Non, mais attendez. Mais ce que je vais dire là, c'est aussi valable pour l'Afrique. Parce qu'on a parlé de la coopération sud-sud. C'était pour résumer tout ce que vous avez dit finalement. C'est-à-dire que la réponse pour l'Afrique, en tout cas, viendra, elle est essentiellement politique, cette réponse. C'est ça? Oui, mais il y a aussi autre chose que j'aimerais dire ici. Ça concerne également les industries et les économies d'Europe et aussi les industries et les économies d'Afrique. Quand il y en a. C'est que ces pays émergents, c'est un Eldorado. C'est un marché. Ils ont des besoins pour acheter, voyager, etc. et tout. D'où la question de l'opportunité. Voilà. Donc, ces pays émergents. Et pour l'Europe, et je tiens à donner un exemple précis pour les auditeurs qui nous écoutent, l'Allemagne a été l'un des seuls pays d'Europe occidentale à tirer profit de ces pays émergents. Vous vous rendez compte? Donc, ces pays ont une croissance, ils ont des consommateurs, ils ne demandent qu'à qu'ils soient sollicités sur le plan économique. Voilà, par des pays par des continents comme l'Afrique, et même pour l'Europe. C'est une chance pour l'Europe. C'est pas un danger. C'est pas un danger pour l'Europe. Je me tourne donc pour le tout dernier mot vers notre invité José Ménébert, à qui je pose la même question que j'ai posée à Apollinaire R, à qui n'a pas répondu parce qu'il avait son plan, ses fiches personnelles. Ah ben non. Est-ce que la réponse, elle est politique pour l'Afrique, oui ou non, finalement? Elle est absolument politique. Elle est politique. Elle est même fondamentalement politique. Tout à fait, parce que c'est la police qui gère l'avenir de la cité. J'ai parlé des dictateurs en répondant à cette question. J'ai parlé des dictateurs africains, des autocrates. Bien sûr. Donc j'ai déjà répondu à cette question. Eh bien, merci. Vous avez répondu beaucoup plus tôt, c'est ça, hein? Bien sûr. Vous avez anticipé. Ce que je dirais, même sur cet aspect, c'est qu'à nos politiciens, de ne pas oublier une chose, c'est que le capitalisme, je pense c'est Lénine qui le disait, à son extrême, devient impérialisme. Et tout ce qui nous semble aujourd'hui d'être des petits crocodiles aux dents douces, ces pays émergents ne visent qu'une chose, le capitalisme, le profit. Il faut que l'Afrique devienne elle aussi émergente. Elle est émergente. Voilà. Merci José Ménébert, consultant international en projet de développement. Merci Francis. Et je précise, vous êtes un ancien conseiller à la coopération française en Guinée équatoriale. Merci d'être venu. Merci beaucoup. À très très bientôt. Oui. C'était un grand plaisir de vous recevoir. C'était partagé. Merci beaucoup. Tout de suite, cap sur le Togo où la situation est préoccupante. Nous serons au téléphone dans quelques instants avec Jean-Pierre Fabre, président de l'ANC. À tout de suite. Africa numéro 1, le grand débat. Francis Laloupeau.